go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down on the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faceful Podcast. Mettez votre casque, chaussez vos crampons. Aujourd'hui, on va parler draft. Et pour ce faire, je suis accompagné de Kevin, Olivier, Elliot et Gonzague. Salut les gars. Salut Excusez-nous, ce serait pas Jean-Michel Boujard, une imitation extraordinaire que tu viens de nous faire là ? Exactement, sublime. Il se pourrait Salut les qu'il y ait gars. une petite référence. Jean-Michel Boujard avec l'accent belge, c'est fantastique. Normalement, il a plus mon accent à Jean-Michel, moi. si tu nous écoutes, là tu rates un truc. Alors, avant de commencer à parler de la draft, on a appris il y a quelques semaines maintenant que Frank Gore allait signer pour un jour, pas une saison mais un jour, chez les San Francisco 49ers pour prendre sa retraite sous les couleurs de son club, de sa franchise de cœur. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot là-dessus ? Bah écoute, je veux bien commencer. Alors là, c'est le vieux con qui va prendre la parole pour parler d'un joueur qui clairement l'a fait rêver pendant un bout de temps, puisque Frank Gore, c'est qui ? C'est un joueur qui jouait chez les Gators de Florida, qui s'est présenté, que j'adorais à l'université, mais qui, faut quand même se rappeler, s'est pété par 2 fois les croisés à l'université. Le mec, on lui prêtait aucune chance, pourtant San Francisco lui a donné sa chance dès le 3e tour de la draft, et il a été ce joueur que nous connaissons tous. Ce mec qui a réussi au début de sa carrière à percer les lignes adverses avec une O-line absolument abominable jusqu'à ce que celle-ci soit renforcée en 2009. Il a été le joueur qui a porté notre franchise offensivement à l'époque où Alex Smith avait du mal à prendre ses marques en raison des changements constants de coordinateur offensif. C'est un joueur qui est un modèle en tant que joueur, en tant que personne. Il n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Il a toujours agi pour sa communauté. C'est un mec d'exception, il n'y a pas d'autre terme. C'est tout ce qu'on veut pour l'image de notre franchise. Moi, j'ai eu un faible pendant ces dernières années pour mon joueur fétiche qui était Patrick Willis, que j'adorais également aussi à l'université. S'il fallait que je donne un pendant sur l'offensive d'un Patrick Willis, c'est Frank Gore. Le combat, ne jamais renoncer, jamais un mot au-dessus de l'autre. Pendant que certains ouvrent leur bouche et font du trash talk, lui, il agit. Et on a vu une carrière juste exceptionnelle d'un joueur qui, à mon sens, n'est pas du tout reconnu comme il devrait l'être. Pour moi, c'est un running back du Hall of Fame. Et sur ce, je m'arrête là. Il y a Emmitt Smith, il y a Frank Gore. Je vois ces joueurs, par exemple, avec une certaine dualité. Je les mets au même niveau. Voilà. Quoi qu'on en dise. Le cœur parle. Il va me faire pleurer. Quelqu'un d'autre ? Ouais, je suis content que quelqu'un comme Gonzague parle aussi bien de Frank Gore, parce que les jeunes ont tendance à le cataloguer comme un running back assez lent, assez méthodique. Deuxième running back, troisième running back, et puis là, Gonzague nous montre à quel point c'était un joueur important et quelqu'un qui a marqué la franchise de son empreinte. Je suis vraiment heureux qu'il ait ce contrat d'une journée pour partir en tant que 49ers. Pour ma part, j'ai un petit souvenir avec lui que je vais vous partager. J'étais à Wembley pour Touchdown Actu pour faire le match Colts-Jaguars en octobre 2016. Et puis Frank Gore, c'est mon joueur préféré, c'est celui qui m'a fait aimer les 49ers. Et après le passage des interviews dans les vestiaires, j'aime bien aller dans le stade, visiter les travées et tout ça. Et les Colts avaient perdu, donc c'était un peu délicat d'aller voir les Colts. Et Frank Gore jouait à ce moment-là pour les Colts justement. Et en visitant un peu les travées, j'aperçois Frank Gore qui marche à genre 100 mètres de moi. Et puis là, c'est le réflexe, je l'ai appelé. Mais le gars, la défaite se lisait sur son visage. Quand je me suis approché pour lui poser une question, il m'a lancé un regard de tueur en série. Je sais pas si vous avez déjà vu le visage de Frank Gore quand il est fermé. Mais... Si. Ouais. Sa photo profil NFL à l'époque de San Francisco, elle valait C'est son ça. pesant d'or. Et son visage sur la photo qu'on a pris ensemble est pas très rassurant. Je l'ai pas embêté plus longtemps que ça, je lui ai juste demandé une photo avec lui et puis je suis parti. Mais je tiens à saluer quand même qu'il a pris la photo. Il aurait pu dire non, il aurait pu m'envoyer chier à ce moment-là. Avec la défaite, le voyage et tout ça. Mais il a pris sa photo et puis j'ai un des meilleurs souvenirs de toute ma vie avec un joueur de NFL grâce à lui. Donc
très heureux qu'il prenne sa retraite en tant que 49er. Ouais, moi je suis un peu comme Kevin, on a découvert les 49ers à peu près en même temps, et du coup forcément on a découvert avec Frank Gore. C'est un joueur extraordinaire qui prend sa retraite qui va prendre sa retraite sous le maillot de San Francisco, donc en plus forcément ça montre son attachement à la franchise, ça montre qu'il a pas oublié, il a quand même passé 10 ans chez les Niners et qu'il est toujours reconnaissant comme nous on est reconnaissant de ce qu'il a fait pour la franchise. Donc forcément c'est un beau geste aussi de partir sous le maillot de San Francisco. Et puis faut pas oublier que c'est une carrière de 16 ans. On parle d'un running back qui a eu une carrière de 16 ans. Aujourd'hui, quand on voit les mecs, les running backs considérés comme talentueux, je pense à Derrick Henry, Christian McCaffrey, etc. C'est des mecs qui sont quand même vachement blessés et que tu te dis pas qu'ils vont continuer leur carrière et qu'à 37 ans ils seront encore en NFL. Bah lui il l'a fait et il a toujours su rester plus ou moins performant, même dans les dernières années, même à 35 ans. À San Francisco il a fait 10 saisons, il a fait 8 fois plus de milliards. Enfin, il a toujours prouvé que sur le terrain il savait faire ce qu'il fallait pour faire avancer l'équipe. Comme l'a dit Gonzague, ses premières années il avait vraiment en plus une ligne dégueulasse et il a quand même fait plus de 1600 yards dans sa deuxième saison alors qu'il n'y avait personne sur la ligne. Enfin, c'est une carrière exemplaire. Il part, j'ai ses stats sous les yeux, il part et c'est assez rigolo. Il finit sa carrière avec 16 000 yards pile poil tout rond. c'est extraordinaire. Donc non, bravo pour sa carrière et puis merci pour ce qu'il a fait pour les Niners, quoi, c'est clair. Ah bah clairement. Mais comme tu dis, 16 saisons alors que tu démarres à 0 année 0, tu as déjà fait 2 fois les croisés, le mec est un battant, quoi. Le mec est un battant. Dommage qu'il ait raté de quelque peu ce pari qui s'était lancé de jouer un jour avec son fils en NFL. Vous savez que son fils a eu une petite carrière universitaire aussi. Et malheureusement, il réussira pas son pari, mais quel joueur de NFL peut espérer un jour jouer avec son fils? C'est déjà incroyable d'avoir été si proche de le faire. Bah non seulement il le rate à 2 ans près, mais surtout, quand tu vois le style de jeu de son fils, il n'aurait pas été incompatible avec le système Shanahan, d'ailleurs. Donc tu te dis qu'il y a une histoire à faire à la draft dans 2 ans. Ah bah moi, si on prend le fils de Frank Gore, et non seulement en plus de la belle histoire, et il s'appelle Frank Gore aussi, Frank Gore Jr., en plus de la belle histoire, si on peut avoir un joueur qui marche bien sous le maillot de San Francisco sur les traces de son père, moi je signe les yeux fermés. Ah bah s'il est drafté à San Francisco, j'ai un maillot de plus dans ma collection. Ah bah je vais même plus loin, je pense que tu peux retirer d'ores et déjà le numéro 21 que tu redonnes pour son fils dans la foulée. Oui. Ça serait vraiment une très belle histoire. On rêve un peu là quand même. Oui, clairement. Mais, c'est de la fiction. Shanahan va drafter juste. Non, mais pour la blague à part, le fils de Frank Gore est tout à fait draftable. Hein. C'est pas du tout un fils qui aurait eu une place à l'université comme ça parce que son père ceci cela. Non, c'est un vrai joueur de foot, un vrai running back. Il n'a pas nécessairement le talent de son père, hein, on va pas se leurrer, mais ça peut être dans une équipe NFL, ça peut être un running back 3 qui joue en special team. Il ne serait loin d'être ridicule. Bah, si personne n'aura rien à rajouter, on peut passer à la partie draft. Yes. Donc pour redonner un peu de contexte, les 49ers n'ont pas de premier tour, puisqu'on a envoyé notre premier tour aux Dolphins l'année passée, en plus de celui de l'année prochaine et d'un troisième tour compensatoire. Donc on commencera, si il n'y a pas de trade pour Jimmy Garoppolo ni pour Deebo Samuel d'ici la draft, ce qui est ce qu'on va considérer principalement comme le scénario le plus probable. Et si on ne fait pas de trade-up, on commencerait notre draft avec le pick 61, donc en toute fin de deuxième tour. Ensuite, on a 2 troisième tours, un 4e tour, un 5e tour, 2 6e tours et un 7e tour. Donc on a quand même beaucoup de picks, mais on a 3 6e tours. 3 6e tours, autant pour moi, on a 3 6e tours. Donc on a 9 picks au total, si je ne me trompe pas. Mais on commence notre draft au deuxième jour, en fait, à la fin du deuxième tour. Alors quels sont les besoins, selon vous, qu'il faut absolument combler dès le deuxième jour de la draft? Ligne offensive. On va continuer à travailler là-dessus. Normalement, on change le quarterback. On va avoir le gamin qui va prendre les rênes. On a perdu Tomlinson. On a recruté Déguin, comme on dit chez moi, au niveau de la ligne offensive. Et l'année dernière, on a récupéré Banks, comme on en a déjà parlé. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on renforce encore notre ligne offensive. Parce que sinon, à la moindre blessure, ça va être un massacre.
Pour moi, c'est le point prioritaire. Après, on va possiblement perdre Difford et on sait que la fin de deuxième tour peut être riche en defensive end avec du John Pascal, Boy Mafe, Logan Hall, des joueurs comme ça. Alors je laisserai les spécialistes en parler, là, mais peut-être que ça serait le moment aussi de combler ce besoin-là. Pour le poste de defensive end, je tiens à dire tout de suite que je suis vraiment pas du tout d'accord sur l'idée de drafter un gars, en tout cas pas avec un deuxième tour, ni même avec le troisième. Parce que même si on perd Difford, ce qui est pas sûr, bon, on a Nick Bosa, ça n'aurait échappé à personne. On a Kerry Hyder, on a Samson Ebukam, on a Charles Omenihu, on a Kemo Kotore. Alors il y en a peut-être aucun là-dedans qui est un starter obligatoire, mais on peut quand même avoir une très belle rotation là-dedans. Et pour moi, aller chercher un edge rusher avec un de nos meilleurs picks, ce serait se dire, notre principal point fort c'est le pass rush, renforçons encore le pass rush alors qu'on a des besoins en couverture, qu'on a des besoins sur la ligne et qu'on aura peut-être bientôt besoin en receveur. Donc moi l'idée d'aller chercher un edge rusher, il y a des très bons edge rushers, je suis d'accord, donc si vraiment il y a... Enfin je suis d'accord, c'est ce qui se dit en tout cas. Mais donc si vraiment il y a un mec ultra talentueux qui tombe, je suis pas scandalisé si on prend un edge rusher, mais pour moi c'est vraiment pas la priorité. Il faut qu'on comble nos besoins. On l'a pas fait pendant la free agency, il faut que maintenant on comble nos besoins. Parce que sinon ça va devenir compliqué, on va avoir une équipe trop déséquilibrée. Au bout d'un moment, si on renforce que nos points forts et que nos points faibles on les garde, ça va être très compliqué. À mon avis, il va falloir absolument qu'on travaille sur ça, sur la O-line et après sur les defensive backs. C'est ce qu'on avait déjà dit et je pense que c'est là qu'il faut qu'on trouve les solutions. Mais c'est une draft, il faut regarder aussi quelles sont les qualités des joueurs. Tu préfères combler un trou avec un joueur moyen ou améliorer un point fort avec un bon joueur? Moi je pense qu'il y a des spécialistes qui vont nous dire qu'il y a des bons joueurs en O-line au second tour. Je suis quasiment certain que j'en vois 2 qui sont prêts à répondre à ma question là. Et dans le secondary aussi, il y a des très bons cornerbacks et safety si je dis pas de bêtises, alors qu'on a peut-être plus un besoin à ce niveau-là qu'au niveau des edge rushers. Moi ma priorité je pense au deuxième tour. En choix 61, moi je partirais peut-être sur de la ligne offensive quand même. Parce qu'on a perdu Tomlinson. Voilà, on a perdu notre guard gauche titulaire. On en a déjà assez parlé dans les épisodes précédents de ce podcast. On ne sait pas ce que va valoir Aaron Banks. On l'a toujours pas vu jouer, etc. On a Tom Compton de l'autre côté, mais comme on en avait déjà parlé je crois que c'était le tout premier épisode l'année dernière, c'était sûrement notre titulaire le plus faible. Là. Il est parti. Il est parti, Compton. Pardon. Non, c'est Daniel Brunskill. C'est Brunskill. Bon. Voilà, je me souvenais plus du nom du mec, c'est preuve que c'est pas forcément très marquant non plus. Je pense qu'il faut qu'on se renforce là-dessus. Après, je sais pas si c'est ce que va faire San Francisco, parce qu'ils ont peut-être confiance en Brunskill et Banks, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, non, pour moi, il faut qu'on prenne un garde. Et en tant que garde, moi j'avais pensé à Darian Kinnard. Darian Kinnard qui évolue, si je me trompe pas, à Kentucky. Et qui est à Kentucky, il jouait il jouait tackle, pardon, mais je pense qu'il est son poste NFL c'est à guard. C'est un joueur qui est très physique, qui est talentueux, qui est assez mobile, mais qui est capable de jouer guard, et je pense que ça peut être une bonne solution à ce poste-là. Et en plus, s'il est capable de jouer tackle droit, Mike McGlinchey, on sait pas ce qu'il vaut. Enfin, on sait pas dans quel état il va revenir de sa blessure. Et il a encore jamais prouvé que c'était un titulaire indiscutable pour les 5 prochaines années pour moi. Donc c'est jamais trop d'avoir un garde polyvalent qui peut jouer tackle ou qui peut aussi présenter une solution au centre, puisqu'on sait que Alex Mack n'est plus très loin de la retraite. Alors, pour ma part, c'est vrai que la question en effet de la O-line, je vous rejoins complètement par rapport à ça. Bon, ce qu'il faut d'abord regarder, c'est que la draft, il faut rappeler que c'est quand même un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'il y a les besoins immédiats, il y a les besoins à venir, il y a la gestion des contrats, qui est en fin de contrat dans 1 an. On parlait tout à l'heure des edge rushers. On a signé beaucoup de edge rushers durant cette free agency, mais quand on les regarde de plus près, c'est pour la plupart d'entre eux des contrats de 1 an. Donc il y a cet élément à prendre en ligne de compte en soi. Pour ma part, je suis très partagé sur ce pick 61, sur le fait d'améliorer tout de suite la ligne offensive ou d'acheter le choix 93 ou d'aller chercher le edge rusher. J'aime beaucoup ton choix, Elliot, de Darian Kinnard, parce que
il faut rappeler que notre ligne offensive est basée sur de la zone. Et par conséquent, des joueurs qui étaient tackle à l'université, qui ont eu cette capacité de mouvement en tant que tackle, que l'on reconvertit en garde dans le cadre de la NFL, se prête complètement à notre système. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des gardes qui jouent en puissance. Ce qu'il faut, c'est des gardes mobiles qui savent ouvrir les brèches avec des schémas extrêmement complexes sur la ligne. Et donc, le choix de Daniel Kinnard est très très bon. Moi, je suis parti sur un autre joueur. J'avais hésité en toute objectivité. Ce choix 61, pour moi, était une hésitation de 4 joueurs. 2 joueurs de edge et 2 joueurs de ligne offensive. Et je pense... Alors, je suis peut-être un poil optimiste, mais je pense que Jamari Salyer, garde de Georgia, peut tomber jusqu'à nous. Et si c'est le cas, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut aller le chercher parce qu'il peut jouer garde droit, il peut jouer garde gauche, selon là où Aaron Banks, qui joue garde gauche à Notre-Dame, sera le plus performant. Il peut dépanner en tant que tackle, où il a évolué à Georgia. Tackle droit notamment, selon si McGlinchey met du temps à revenir, auquel cas on peut conserver Brunskill. Brunskill est en fin de contrat dans 1 an, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi, Jamari Salyer se prêterait complètement à notre système. Même si le choix de Daniel Kinnard s'y prête complètement, on parle de 2 joueurs qui, physiquement parlant, sont très différents, mais qui, dans le style de jeu, ne le sont pas tant que ça. Donc, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment le goût et les couleurs. Faites vos choix, camarades, sinon si vous préférez Kinnard ou Salyer. Voilà. Après, j'hésitais beaucoup avec un joueur dont je vais reparler juste après, donc je vais taire son nom pour l'instant. Et sinon, en edge, j'hésitais beaucoup avec Cameron Thomas de San Diego State et Kingsley Enagbare de South Carolina, qui est un programme que j'adore et que je suis très très bien. Donc voilà, mais pour l'instant, l'idée c'est de partir sur la ligne offensive, je vous rejoins complètement, et de partir sur Jamari Salyer au poste de garde au choix 61. Moi j'aurais une question pour nos 2 spécialistes. J'ai vu pas mal d'articles parler du safety Jaquan Brisker en Niners. Qu'est-ce que vous en pensez de lui ? Alors pour ma part, moi j'ai un problème avec Brisker, c'est un joueur que j'aime beaucoup, de Penn State. Seul problème pour moi, c'est que au poste de safety, nous avons besoin d'un strong. Jimmy Ward étant un vrai free safety pour le coup, capable de jouer en plus au poste de nickel, il nous faut un strong, quelqu'un qui est capable de taper dans la boîte. Et donc à ce titre, Brinsker pour moi est un free safety. Donc j'ai un problème avec ce joueur chez nous. Si je devais avoir un joueur qui tombe jusqu'au choix 61, mais j'y crois pas une seule seconde, c'est pour ça que je l'ai pas cité, je le prendrai directement, c'est Jalen Pitre de Baylor, qui lui est un pur strong, qui irait très très bien dans notre système. Mais non, Brinsker, je vais pas dessus à cause de ses qualités et ses défauts qui ne sont pas nécessairement ce que l'on recherche à ce poste aujourd'hui. T'insistes beaucoup sur le poste de strong safety, mais George Doom c'est un strong safety, Talanoa Ofunga c'est un strong safety. Est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'un free ? Aucun n'est un titulaire en puissance. Tu crois pas au Fanga ? Non, pour moi c'est un très bon joueur de special team. Qui pourra largement dépanner. Par contre, je doute sur sa pérennité en tant que titulaire sur le long terme au poste de strong. J'ai des doutes, en toute objectivité. Après, la question du free safety se pose par rapport au contrat de Jimmy Ward. Où là, est-ce qu'on a une démarche proactive ou non ? Mais à ce titre, si on comble le besoin immédiat par rapport au trou, je vais plutôt sur un strong. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ton avis sur Brisker. Et puis oui, moi aussi j'aime beaucoup Jalen Pitre, mais il sera plus là en 61, il sera parti. Jamais. Il a une belle cote, mais par contre s'il tombe par miracle jusqu'à 61, faut pas hésiter à le prendre, parce que c'est un super. Faut pas hésiter, mais de toute façon, je vais même plus loin que ça, Elliot. Je pense que si on trade d'ici la draft, même si je n'y crois pas, notre ami Dibo, et qu'il y a notamment un début de 2e tour dans l'affaire, ou un milieu de 2e tour dans l'affaire, je prends Pitre tout de suite. D'ailleurs, dans un délire de mock, et je passerai très vite là-dessus, où on échangerait par exemple 2 choix avec les Jets, je prends Boye Maffei et Jalen Pitre tout de suite. Mais je me pose même pas la question. Mais voilà, on n'est pas dans ce scénario-là, on est dans un cas de figure où Dibo reste chez nous. Et donc, choix 61, je prends Jamari Salyer parce que les 2 joueurs qu'on a insisté ne se tombera jamais jusqu'en 61, je ne crois pas une seule seconde. Alors, est-ce qu'on est d'accord que cornerback c'est un besoin de 2e jour ? Ouais, cornerback c'est un besoin de 2e jour. Est-ce que tu le prends avec le 93, est-ce que tu le prends avec le 105 ? Là, ça dépend aussi des joueurs, disponibles. Mais pour moi, oui, c'est un besoin qu'on doit faire pour le 2e jour, parce que on a récupéré Charvarius Ward, on a Emmanuel Mosley, mais on a peut-être besoin d'un 3e. On a perdu Kevin Williams, ce qui est quand même une grosse perte. Et du coup, il faut qu'on comble ce besoin dans le 2e jour. Après, le truc, c'est que j'ai un peu de mal à voir des purs slots
disponibles à ce moment-là. Il y a des joueurs que j'aime bien un homonyme, j'aime bien Kobe Bryant de Cincinnati, mais j'ai du mal à le voir en tant que pur slot. Alors, moi, j'ai 2 joueurs. En fait, je suis d'accord pour adresser le poste de cornerback. Le problème, c'est que je suis assez emmerdé. Parce qu'on a perdu en effet notre nickel, Kawan Williams, et on l'a pas vraiment remplacé. On a pris Darquez Dinard, mais qui est clairement sur la pente descendante. On sait qu'Ambry Thomas jouait à ce poste en université, on l'a reconverti sideline, bon, avec les miracles qu'on lui connaît à ce poste. Voilà, mais la question est-ce qu'on part sur un cornerback sideline pour être un cornerback numéro 2, et auquel cas on reconvertit soit Mosley qui a été capable de jouer nickel, ou on reconvertit Ambry Thomas au poste de nickel, ou est-ce qu'on se concentre sur un nickel? Moi je suis plutôt dans l'option numéro 2, et j'ai retenu 2 joueurs. Tu as Elliott sorti l'un des 2, qui est Kobe Bryant de Cincinnati, qui peut jouer à ce poste, même s'il a été capable de jouer sideline. Et je pensais aussi à Marcus Jones, nickel cornerback de Houston, qui pour moi, avec le choix 105, on n'a pas encore parlé du choix 93, parce que j'ai un autre joueur en tête, mais avec le choix 105, pour moi, ferait sens. C'est un joueur qui revient d'ailleurs beaucoup dans certaines mocks de certains spécialistes, et je rejoins plutôt ces spécialistes par rapport à ce choix. Ouais, je vois ce que tu veux dire avec avec Jones. C'est un joueur qui est vif, qui est pas très physique. Si, il est plutôt physique, mais il est pas très grand, il est assez léger, et du coup il pourrait peut-être souffrir contre des gros receveurs comme il y en a aujourd'hui en NFL, et surtout en plus dans notre division. Donc c'est vrai que le prendre pour jouer dans le slot, ça serait beau. Si on revient au pick 93, alors je te laisse éventuellement animer Loïc par rapport à ça. Moi j'adresserai à nouveau la ligne offensive. Il y a le cas d'Alex Mack qui se pose. On ne sait pas vraiment s'il va revenir ou pas. Il faut savoir que dans le système de Shanahan en zone, le poste de centre est primordial dans notre système. C'est le poste limite le plus important avec celui de left tackle. Et il y a un joueur qui se présente aujourd'hui à la draft qui pour moi est né pour jouer dans notre schéma. Il n'y a pas d'autre terme. Il revient constamment, j'en ai déjà parlé sur les sites de San Francisco France. C'est le frère d'un joueur qui joue aux Falcons, qui se nomme Alec Lindstrom, centre de Boston College, et qui a un système, si un jour vous regardez sur YouTube ou sur d'autres chaînes le système de la ligne offensive de Boston College, il est extrêmement comparable à celui que nous pratiquons aujourd'hui à San Francisco. Beaucoup de joueurs le voient tomber au 4e ou 5e tour. Je n'y crois pas une seconde, mais pas une seconde. Pour moi, c'est le 2e centre dans mon board après Linderbaum qui est intouchable. Et pour moi, dès le choix 93, ça s'y prête. Ce joueur doit absolument venir chez nous. Tant pis si on reach. C'est l'avenir du poste chez nous. Donc il nous faut absolument Lindstrom. Il se déplace très très bien. C'est un pur centre, contrairement à son frère qui a toujours joué garde. Et pour moi, une année d'apprentissage, parce qu'il n'est pas tout à fait fini comme joueur en termes de technique, une année d'apprentissage derrière l'un des tout meilleurs centres de ces 20 dernières années de la Ligue, qui était Alex Mack, pour moi ne lui fera que le plus grand bien. Et on a un centre en béton armé chez nous pour les 10 prochaines années. Lindstrom, les yeux fermés, avec le choix 93. Amen. Est-ce que je me trompe ou à part Tyler Linderbaum et Alex Lindstrom, il n'y a pas beaucoup de centres projetés dans les 3-4 premiers tours? Et que ça risque de faire en sorte que Lindstrom parte tôt. Ouais, Cam Jurgens, pardon. Mais ouais, totalement d'accord avec Alex Lindstrom. J'avais écrit sur Touchdown Actu à l'époque l'affiche des 49ers en prévision de la free agency et draft, et j'avais indiqué Alex Lindstrom, qui à l'époque était vu entre le 2e et le 3e. Il est vachement descendu. Je sais pas trop pourquoi il est vachement descendu ces derniers temps. Mais pour moi, oui, s'il est dispo en fin de 3e au 93, faut qu'on fonce, quoi. C'est un super centre, et comme tu l'as dit, il correspond parfaitement à ce dont on a besoin. Ah oui, non, mais je vous invite vraiment à tous ceux qui nous écoutent de regarder un match de Boston College et de se concentrer sur la ligne offensive. C'est la copie conforme de notre système. C'est pour ça que si un Zion Johnson pouvait être disponible par l'opération du Saint-Esprit, j'irais aussi au poste de garde, mais évidemment il partira au premier tour, ça n'est pas l'ombre d'un doute. Mais vraiment, c'est un joueur, tu te dis, mais il est fait pour jouer chez nous. Il n'y a pas d'autre terme. C'est ça. Il y a des évidences en NFL, celle-ci en est une.
J'irais même jusqu'à dire, et j'en conclurai là-dessus, que c'est de tous les postes possibles, de tous les joueurs à se présenter à la draft, je ne vois aucun joueur qui fit aussi bien avec notre système. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que le deuxième jour de la draft, on fait centre, garde, cornerback? Pas dans cet ordre-là, mais ces 3 postes-là. Dans l'idée, ce serait le plus logique, enfin, les gars. Mais au choix pour moi, c'est 93, pareil. est-ce qu'il y a pas je les connais pas les cornerbacks, mais j'ai vu des noms à ces choix-là, avec des Caleb Evans, avec des Josh Thompson, des Tariq Castro-Fields. Vous êtes mieux parlé que nous pour en parler, mais est-ce que c'est pas des joueurs qui pourraient convenir aussi au choix 93? Pas pour ma part. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, tu as cité que des bons joueurs, qui seront, dans un scénario optimiste, des bons cornerbacks numéro 2, mais que je vois plus vraisemblablement comme des cornerbacks numéro 3. Je trouve, en fait, le problème de cette année en cornerback, c'est qu'on a de très très bons joueurs au début, et après, il y a un énorme trou d'air. Je ne crois pas du tout en un Emerson, des joueurs comme ça. Castro Fields est un bon joueur, mais c'est pas lui qui va te révolutionner le poste. Il ira renforcer une équipe médiocre, mais qui ne va pas bonifier. Tu vois, il ne va pas révolutionner cette partie de l'équipe, en fait. Donc, est-ce que tu veux empiler des joueurs ou est-ce que tu veux aller chercher un joueur qui va vraiment changer la donne? Et pour moi, Castro Fields ne répond pas à cette problématique. Après, on n'a peut-être pas besoin d'un cornerback titulaire à court terme. Hein. Enfin, pour moi, on a Mosley et Ward qui font déjà un duo de titulaire. Mais c'est pour ça qu'on disait que c'était plus logique, comme l'a dit Gonzague, de prendre un mec comme Jones ou un mec comme Brian qui va directement dans nos besoins, à savoir nickel, parce qu'on n'a pas, comme tu l'as dit, besoin d'avoir un corner titulaire derrière Mosley et Ward. On a, même si on n'est pas ultra fan de lui, on a Ambry Thomas qui peut tenir la baraque sur certains plays, quoi. Donc j'ai pas l'impression que prendre un mec comme Castro Fields le deuxième jour changerait grand chose par rapport à un mec comme Ambry Thomas. Surtout qu'avec Ambry Thomas, on a un gars qui peut nous envoyer en playoff sur un match, n'est-ce pas, Olivier? Oui, voilà. On va pas repartir sur Ambry Thomas, sinon vous savez comment ça va finir. C'est le running gag de chaque épisode. Il faut qu'on parle d'Ambry Thomas. Écoute, rappelle-toi, je me suis foutu de sa gueule toute cette année et j'avais balancé au moment du match qu'à tous les coups, il va nous faire l'interception, nous offrir la gagne et 5 secondes après, il nous laisse sortir. Oui. J'étais là quand tu l'as balancé cette info, je me souviens très bien. Depuis, on te demande le numéro du loto, tu ne as toujours pas tourné. Je l'ai toujours pas gagné. Non, mais bon, c'était évidemment de la blague, j'y croyais pas une seule seconde, bien évidemment. Mais bon, l'anecdote était amusante. Voilà, mais 93, pour rejoindre ce que tu disais, Loïc, oui, clairement, garde, centre et nickel, pour être tout à fait précis, sont les besoins à adresser en priorité selon moi. La question du edge se pose pour renforcer, mais disons que si tu es dans une logique de combler des trous avec des besoins immédiats, alors là, tu pars clairement sur ces 3 postes-là et tu peux te concentrer sur le edge après. Si par contre, tu es dans une logique du meilleur joueur disponible, là, c'est en fonction des joueurs en question. J'ai cité 2 joueurs en début d'émission qui s'y prêtent, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est l'occasion qui fait le larron. Mais si tu es vraiment dans une logique de combler les trous et d'avoir des joueurs qui soient starters d'entrée, oui, c'est les 3 postes sur lesquels il faut se concentrer. Olivier et Kevin, vous êtes d'accord sur les 3 postes? Ah, mais c'est ce que j'ai dit de base, moi, la ligne offensive et puis le poste de nickel, ça venait juste après. Hein. C'était fait. Pour moi, c'est la même logique que Gonzague ou ce que disait Elliot. Hein. Il faut partir sur renforcer l'équipe sur nos points faibles. Après, Kevin, il était plus chaud pour récupérer du edge, mais moi, je suis. C'est pour ça que je parle du corner au 3e tour, parce que j'ai proposé un edge au 2e. Donc j'y vais avec la logique, mais évidemment que les scénarios proposés par Gonzague et Elliott sont excellents. Personne veut un defensive tackle? J'en avais peut-être un pour la suite. On va y venir. Mais pas le premier jour. Pas le premier jour, c'est pas notre besoin le plus essentiel. T'as Javon Kinlaw qui va revenir, on a Armstead qui a glissé à l'intérieur, c'est pas le besoin numéro 1. Alors passons au 3e jour de la draft. Est-ce que defensive tackle est notre besoin le plus important en dehors des 3 qu'on a déjà listés? Du coup, non, ce serait peut-être Edge, du coup. Ah ouais? Pour toi, il y a un plus gros besoin en Edge qu'en defensive tackle? Ça se discute. On a besoin d'un tour quand même. On a besoin de mecs sur la ligne dans tous les cas, mais moi je verrais plus un Edge avant un defensive tackle. Pour moi, il faut se couvrir d'une éventuelle déception de Javon Kinlaw. Est-ce qu'un Scal Garrett pourrait pas faire l'affaire? On en parle beaucoup ces derniers temps de Scal Garrett chez nous.
Le seul sujet que j'ai avec Scal Garrett, c'est qu'en effet, c'est un remplaçant direct de Kinlaw et sur lequel Armstead a été plus ou moins reconverti à nouveau. C'est sur des postes de defensive tackle 3 techniques. Moi, personnellement, le sujet qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remplacer DJ Jones ? Et j'aurais tendance plutôt, à titre personnel, à aller sur un defensive tackle qui soit plus imposant. Et c'est pour ça que moi, au choix 134, je reste sur un autre joueur, mais je vais laisser Elliott terminer son argumentaire sur la question du edge, et voir quel edge il a choisi. Mais moi, je partirais sur un defensive tackle et je vous dirai le nom en question juste derrière. Non, moi je suis en fait en hésitation un peu entre les deux, mais vos arguments sont aussi bons. J'avais pas forcément pensé à la déception de Kinlaw, parce que Kinlaw c'est quand même un joueur que j'aime bien, que je trouve plutôt bon, qui s'est plutôt bien démerdé alors qu'il avait absolument personne autour de lui la seule saison qu'il a joué en entier. Donc on peut partir sur un defensive tackle clairement. Et moi du coup à ce niveau-là en defensive tackle, j'avais pensé à Noah Ellis de Idaho, qui est un joueur beaucoup plus costaud que Garrett, qui pourrait remplacer, pas au niveau du talent, mais au moins au niveau du profil, je trouve, DJ Jones. Et bah écoute, moi j'avais un autre joueur. Pour être honnête avec toi, je vais pas me prononcer sur le joueur que tu as cité parce que je ne le connais pas. J'ai pas suivi le programme d'Idaho. Moi non plus. J'ai commencé à regarder ces trucs au moment du processus. Mais non, moi je partirais sur un joueur d'un programme un peu plus connu, mais d'un joueur qui m'a surpris, parce que j'avais regardé un match de ce programme en question pour regarder d'autres joueurs, et je suis tombé sur lui, et il m'a un peu surpris. Je partirais sur Otito Ogbonia, nose tackle de UCLA. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui est capable aussi bien d'être un nose tackle pur en défensif 3-4, mais également d'être aussi un defensive tackle, one technique, voire 3 techniques d'ailleurs, sur de la 4-3 comme chez nous. Et c'est un joueur pour moi qui fitterait pas trop mal pour remplacer DJ Jones. Il est grand, il est puissant. C'est pour moi un bon fit. Otito Ogbonia, defensive tackle de UCLA. Oui, je suis plutôt d'accord avec Ogbonia. Ogbonia, ça serait plus par contre du coup si on adressait ça directement au 4e ou au 5e quoi. Ah ouais, alors moi je le voyais dès le choix 134, mais comme je te disais en début d'émission, je suis capable de reacher parfois sur certains joueurs auxquels je crois. Après ces dernières semaines, Ogbonia a une plutôt belle cote, donc ça serait pas surprenant qu'il parte dès le 4e. Donc voilà. Écoute, Loïc, je te laisse reprendre éventuellement la suite pour le choix 172, sauf si vous avez d'autres également joueurs à proposer. Pour moi, c'est bon. Donc, au niveau des besoins, qu'est-ce qu'il faut renforcer au 3e jour pour vous ? Alors, il y a pas mal de joueurs. Alors, je vais parler d'un joueur qui est plutôt dans les fins de dernier tour, dont on a parlé sur TDA, et que je trouve pas inintéressant si par hasard on ne devait pas combler le poste de garde au 2e tour. Je sais plus sur TDA qui a parlé de Chris Paul, garde de Tulsa. On fait une draft NBA. C'est Trash Talk qui a parlé de ça, je crois. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un homonyme. Kobe Bryant, Chris Paul, on est pas mal. Exactement. Mais alors pourquoi ce joueur ? Parce que c'est un Jamari Salyer un peu wish, mais qui peut être pas inintéressant chez nous parce que il a joué tackle à Tulsa, il est très mobile alors qu'il fait, il est gigantesque, il est ultra costaud, c'est une montagne le mec. Il est extrêmement mobile, je trouve, pour un physique pareil. Il sera reconverti évidemment garde en NFL et je le trouve pas inintéressant. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre également comme joueur au 3e tour qui pourrait être intéressant ? Se pose la question, alors attention, je vais soulever une question qui pourrait faire éventuellement du mal à certains de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on fait au poste de fullback ? Parce que nous avons aujourd'hui le meilleur fullback de ces 15 dernières années au sein de notre effectif. Il commence à avoir un certain âge. Et moi, personnellement, je suis pour le garder. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je soulève la question de... j'ai vu dans une mock d'un spécialiste NFL, je ne sais plus lequel, parler de Zander Horvat, fullback de Purdue. Et je suis allé voir un peu ses... Alors, j'avoue que je n'ai pas vu les matchs en entier. J'ai surtout vu ses meilleures actions. Et je l'ai trouvé pas inintéressant du tout. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire jouer running back en 3e tentative sur les 3e et 1 ? Et à terme... quand on sera arrivé à la fin du contrat de Yuxek, éventuellement le reconvertir à son poste d'origine qui est fullback. Mais il sait il sait jouer à la course, il sait jouer à la passe, il bloque mais admirablement. Franchement, ce joueur m'a fait soulever des questions à un poste où pour moi il était hors de question de remplacer Yuxek. Donc je me pose la question par rapport à ce joueur-là.
Ouais, pour moi, je suis étant un énorme fan de Kyle Juszczyk, j'ai du mal à. J'y ai même pas pensé en fait, j'ai même pas réfléchi à cette question quand je me suis intéressé aux joueurs de remplacer Juszczyk, donc pour le coup, je te fais confiance sur Zander Horvath. Peut-être que Kyle Shanahan va finir par faire comme tout le monde aussi, prendre ce poste de fullback, le chiffonner dans tous les sens et le mettre à la poubelle. Non, Kyle est trop proche de ce poste-là. Alors, non, ce qui est vrai qu'il a eu une tendance, c'est qu'on sait que depuis son échec, j'ai oublié le nom de ce tight end qui était aux Falcons et qui est parti aux Browns, que Shanahan voulait absolument. Austin Cooper. Exactement, merci. Et en fait, Shanahan avait plus ou moins, dans une interview, reconnu qu'il aimerait bien évoluer avec un système à 2 tight ends. Et on voit bien qu'avec Juszczyk, il a un petit peu fait évoluer le poste, avec notamment une partie clairement fullback et une partie un peu semi-tight end, pour avoir une autre solution également à ce poste-là. Donc, pour moi, je pense que le poste de fullback va rester dans notre système. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de franchises à pratiquer ce poste, mais je pense qu'on va le garder. Je suis assez serein par rapport à ça. Et puis, comme toi, je suis un grand fan de Juszczyk. J'ai juste soulevé la question pour nos auditeurs, histoire de créer quelque chose. Si ça ne tenait qu'à moi, évidemment, je garde Juszczyk. Mais voilà, c'est plus une question de préparer l'avenir. Voilà, mais bon. Et sur le poste de running back, parce qu'on sait très bien que c'est un poste qu'on va adresser assez tard, parce que on a perdu Mostert et que de toute façon on prend toujours un running back qu'on essaie de développer. Moi j'aime bien, même si je trouve que son profil se rapproche plutôt de Elijah Mitchell dans son côté assez puissant, j'aime bien Sincere McCormick de UTSA. Je trouve que c'est un bon joueur, un bon bloqueur aussi, qui est un joueur, qui a un running back assez puissant. Et je trouve qu'il marcherait bien dans notre système. Après, j'ai peur que ça fasse un peu doublon par rapport à Mitchell et qu'on ait plus besoin d'un running back plus rapide en ayant perdu Mostert. Alors, je le connais très mal, mais est-ce qu'il a également réceptionné des passes? On sait que le problème avec Shanahan, c'est qu'il aime bien un peu les running backs double menace. On sait très bien qu'un Frangor, par exemple, n'aurait jamais nécessairement matché dans le système Shanahan. Et en effet, le joueur que tu cites, j'ai vu 2-3 vidéos sur lui. De ce que j'en ai vu, c'était en effet un running back assez puissant, mais je me suis dit, est-ce qu'il a cette capacité d'accélération comme l'aime Shanahan? Est-ce qu'il est capable de réceptionner des passes? Ça, là-dessus, j'ai un doute. Mais sinon, le joueur est très bon en lui-même. J'ai ses stats sous les yeux, 22 réceptions, 184 yards la saison dernière en 13 matchs. C'est plutôt correct, mais c'est pas énorme non plus. D'accord, ok. Non, bah écoute, ça se tient complètement. Je t'avoue que le poste de running back, je l'ai moins géré cette année. Bon, il y a un joueur que j'aime beaucoup depuis plusieurs années, qui est senior aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? C'est que ça n'a aucune logique, presque sportive, quoi que si. C'est un peu le Christian McCaffrey du Wish, le Christian McCaffrey du pauvre, qui pourrait être disponible en toute fin de draft. Je parle évidemment de Max Borghi, running back de Washington State University. Le mec est le recordman du nombre de yards à la course d'un programme qui pendant des années n'a joué qu'à la passe sous les ordres de Mike Leach. Et c'est un joueur qui vraiment a porté complètement son équipe pendant plusieurs années et qui, à mon sens, pourrait être soit 7ème tour, voire non drafté. Donc on parle vraiment d'un énorme sleeper. Et c'est un mec qui a été surconsommé en université. Clairement, c'est un mec qui va nous faire 4-5 ans, je pense, max. Voilà. Mais c'est un joueur qui, je pense, dans le système Shanahan, serait parfait. Mais j'ai toujours une question. Pourquoi un joueur qui a autant de qualité, justement, McCaffrey, c'est un joueur très solide dans plein de secteurs du jeu. Comment un joueur comme ça peut se retrouver non drafté? Parce qu'il est moins fort que McCaffrey, c'est comme la. Voilà, c'est Wish. Ouais, mais même McCaffrey du Wish, McCaffrey c'était top 10. Donc. Alors, comment t'expliquer? En fait, McCaffrey est un phénomène à Stanford. Clairement, moi, il était un de mes choix. À l'époque, si on avait décidé de trader down lors de sa draft, il était un de mes choix. Clairement, c'est un joueur que j'adorais. En fait, Max Borghi, le problème, c'est qu'il a deux problématiques principales. Il a été surconsommé par son entraîneur, et surtout, de son gros défaut, et qui pour moi est un gros problème pour être un choix parmi les 3 premiers, voire 4 premiers tours d'une draft, c'est que depuis 2 ans, il stagne complet. Il n'a pas progressé.
Il a toujours été bon, ça a toujours été un bon joueur, mais il n'a pas progressé. C'est un joueur, il ne va jamais te porter l'équipe. Hein. On parle d'un 7e tour, voire d'un non drafté. Par contre, dans un comité, ce serait loin d'être ridicule. Et à partir de là, c'est un joueur, il n'y a pas de raison qu'il soit aussi haut. On ne parle pas du tout d'un Bryce Hall ou de joueurs comme ça. Hein. On est vraiment en dessous. Mais c'est un joueur qui, au 7e tour, je me dis, c'est un type qui peut faire le roadster. Parce que c'est de ça dont on parle à partir du 5e tour. Est-ce que c'est un joueur qui peut faire le roadster et faire partie d'un comité, d'un département en tant que tel et produire. Voilà. On demande rien de plus à partir d'un 5e tour de draft. On peut toujours avoir des surprises. On a des George Kittle, on a des joueurs comme ça. Mais logiquement, au 5e tour, on demande un joueur qui puisse faire la rotation, tenir l'équipe lorsqu'on lui demande... voilà, pas nécessairement de porter l'équipe sur ses épaules. On n'aura pas des Mitchell tous les ans. Même si je sais que, comment il s'appelle, Shanahan fait des miracles avec les running backs, qui nous sort des joueurs venus de ses où. Matt Breida, j'avais jamais entendu parler de lui avant qu'il arrive à San Francisco. Voilà, donc ça, il fait des miracles avec ça. Mais c'est pas ce qu'on demande en général à partir d'un 5e tour. Receveur, il y aurait un besoin, parce que Deebo Samuel, on part du principe qu'il ne sera pas tradé avant la draft, mais on s'est rendu compte que ce serait peut-être pas un plan à long terme. On n'a aucune certitude. Est-ce qu'il sera là les 2-3 prochaines saisons? Du coup, est-ce qu'avec Jawan Jennings en receveur 2 et Ray McLeod en receveur 3, on n'a pas besoin à ce poste-là? Si, potentiellement. Après, la question, c'est à quel moment? Parce qu'il y a énormément de très bons receveurs dans cette draft. On peut choper un bon receveur à peu près à n'importe quel tour. Après, ça dépend quand est-ce que le staff va vouloir prendre un receveur, s'ils vont en prendre un. Et par contre, pour le coup, arriver à ces niveaux-là, ce ne sera pas des receveurs 2. Les receveurs 2, ils sont le premier ou le deuxième jour. Donc là, ce sera peut-être un receveur 3 en espérant qu'il ait un gros développement. Et puis le poste de receveur, faut pas oublier que c'est un des postes où il y a encore le plus de possibilités sur le marché des joueurs agents libres. Il y a des Julio Jones, des Jarvis Landry, des T.Y. Hilton, des Emmanuel Sanders, des Cole Beasley, des Allen Hurns, des Deshaun Jackson. Il y en a une tonne encore libres qui peuvent être intégrés à l'équipe avant les camps. Sans parler d'Eddie Metcalf, Terry McLaurin, etc. Eux, ils sont encore sous contrat. Ils sont encore ouais, sous mais contrat. ils font totalement Kevin. C'est tous les mecs de la draft 2019 qui sont en train de faire les plus heureuses comme Deebo Samuel, et du coup, ça se trouve, on va en récupérer un à la place. Mais de toute façon, moi je suis d'accord avec Kevin. Je pense que pour renforcer au niveau des receveurs, ça va plutôt être des agents libres à l'heure actuelle, parce qu'on va rajeunir comme il faut le poste de quarterback. Certainement sur la ligne, ça va rajeunir aussi, et ça serait bien d'avoir des joueurs d'expérience. Quand j'ai entendu Sanders, ça me dérangerait pas qu'il revienne faire une pige d'un an à la maison. Il y a un Odell Beckham aussi qui est libre. Pour la saison, ça va être un peu compliqué tant qu'ils se remettent sur pied. Mais par contre, là où je rejoins complètement sur le poste de receveur, c'est que le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, force est de constater à l'issue de cette free agency que nous avons beaucoup de trous à combler. Et il est vrai, et ça je rejoins un petit peu Olivier par rapport à ça, c'est que est-ce que nous n'allons pas partir sur une stratégie de joueurs directement opérationnels sur le terrain pour combler des trous béants? Je suis pas loin de le penser. Or, le sujet qu'il y a, c'est qu'au poste de wide receiver, c'est malheureusement, il y a des choix à faire et il y a parfois des postes à sacrifier. Et si je devais, moi, à titre personnel, si j'étais general manager, en sacrifier un parmi nos choix de draft, c'est essayerait sur ce poste-là, potentiellement. Totalement. Après, il y a également un autre point, c'est également quel type de wide receiver on a besoin. On a Jennings qui fait les 3e tentatives, qui est très bon sur les duels contestés, notamment en zone rouge. On a également des petites fusées telles que Brandon Ayuk et autres. Donc, en fait, sur quel type de receveur on partirait? Même moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à bien capter le wide receiver dont on aurait besoin pour compléter l'effectif, en fait. Soit on part sur un slot, est-ce qu'on part sur un Jennings bis? On part sur quoi, en fait? Et j'ai beaucoup de mal à l'identifier, ce receveur. Il y a beaucoup de receveurs que j'aime bien, même certains dans les choix intermédiaires, mais il n'y en a aucun sur qui je me dis il faut qu'on y aille. Moi j'en ai un, mais c'est pas forcément sur un besoin, c'est juste un amour personnel, et je me dis qu'il peut tomber assez bas par rapport à sa condition médicale, et c'est là qu'il est le risque, c'est Justin Ross de Clemson. Oh là là. J'adore Justin Ross. Sa première saison, il
Il me semble, il avait remporté le championnat NCAA avec Trevor Lawrence comme quarterback et c'était peut-être c'était le meilleur receveur de NCAA à ce moment-là. Et si on pouvait, comme en NBA, faire des one and done, il aurait été drafté dans le top 10 sans hésitation. Après, il a eu des problèmes de blessure. Il n'a pas vraiment réussi à bien revenir, mais je me dis qu'avec un choix assez bas, est-ce que ce serait pas un risque à prendre de dire on prend un receveur qui a montré qu'il était extrêmement talentueux en espérant qu'il retrouve le niveau qu'il avait auparavant? Mais c'est impossible qu'il finisse chez nous pour une raison toute simple. Tu vois le profil du joueur. Trevor Lawrence est au Jaguars. Qui est le général manager des Jaguars? Trent Baalke. Tu sais très bien qu'il finira aux Jaguars. C'est impossible. Ils vont le joueur et physiquement, on ne sait même pas s'il pourra faire une carrière NFL. Quand tu vois ce que Trent Baalke, à l'époque où il était notre général manager, drafté comme typologie de joueurs, des joueurs qui étaient on ne sait même pas s'ils pouvaient jouer au foot américain derrière, tu vois, en fait, du fait de leur carrière universitaire difficile. Pour moi, pour moi, l'histoire serait trop dingue qu'il soit ailleurs qu'aux Jaguars, en fait, Justin Ross. Il y a 80% des scouts de Trent Baalke qui travaillent dans les hôpitaux. Ah non, mais c'est du délire. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des joueurs que j'adorais que Baalke est allé chercher, mais non, je me dis, mais c'est pas possible, ils pourront jamais jouer. Là, notre running back, comment il s'appelle, qui joue à South Carolina, qui était fabuleux. Non, pas loin. Non, mais Deebo, pour la petite histoire, puisque je suis énormément les Gamecocks, qui est un programme que j'aime beaucoup. Deebo, quand on l'a drafté au début du deuxième tour, j'adorais le joueur, mais je le voyais pas à un tel niveau. Hein. Il m'a surpris. Pour moi, c'était un bon wide receiver numéro 2. Je ne le voyais pas planter 1400 yards sur une saison. Hein. Moi, quand on l'avait drafté, je trouvais que c'était un reach, personnellement. Donc, te dire que je pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Quand on a drafté un receveur à ce moment-là, moi, je serais plus parti à l'époque sur DK Metcalf, qui se trouve être également un excellent joueur. Mais je pensais vraiment pas que Deebo il deviendrait aussi fort. Je savais qu'il serait fort, mais pas à ce point-là. Parce qu'il m'avait vraiment impressionné à South Carolina. Mais par contre, pour revenir au débat de Deebo Samuel, il est vrai que les schémas de jeu dans lesquels il évolue à South Carolina étaient très différents que ceux sur lesquels on l'utilise aujourd'hui à San Francisco. J'essaie de retrouver ton running back de South Carolina là, dont tu parlais. 5e tour, ce Trent Baalke. Je trouve ça dingue que pour l'émission, j'arrive même pas à retenir son nom. Latimore, merci. Et c'est un des running backs m'a le plus impressionné en université. On attendait tellement toujours. Et et surtout, j'invite vraiment les personnes qui sont sensibles de ne surtout pas regarder la vidéo de sa grave blessure. Ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Et c'est un joueur qui, cette blessure, a détruit sa carrière, alors que c'était un des running backs les plus prometteurs, top 10 assuré à l'époque de la draft avant sa blessure. Et Baalke était évidemment parti dessus. Moi, j'aimerais vous entendre les spécialistes sur un poste qu'on n'a pas encore parlé, qui m'a beaucoup déçu la saison dernière. Est-ce qu'il y a un punter à aller chercher dans les 7 premiers tours, ou il faut attendre les non draftés? Matt Araiza, mais il sera pris assez tôt, donc je pense pas qu'on puisse se permettre d'aller aussi haut pour Araiza. Mais c'est un punter extraordinaire. C'est 3e, 4e tour, Araiza, si je dis pas de conneries. 4-5, je pense. Ah, et 4e tour, je le vois au 4e tour également. Moi, le sujet en fait que j'ai au poste de punter, c'est que on a payé le nôtre extrêmement cher en le draftant très très haut à son poste. Et en fait, rien que pour ça, pour éviter d'aller vomir aux toilettes d'un tel échec, je lui donnerais une dernière chance de prouver sa valeur. Parce que vraiment, drafter aussi haut un punter, sachant que à chaque fois qu'on est allé chercher un punter ou un kicker, de toute façon, à chaque fois, on s'est un peu planté à San Francisco ces 15 dernières années. Et voilà, je serais prêt à lui donner une dernière chance de par le coût à la draft qui nous a coûté. C'est ça, et puis il nous a coûté cher à la draft et je nous vois mal, même si on veut un nouveau punter, recommencer à payer un prix extrêmement cher pour un autre. Parce que ouais, c'est peut-être le meilleur punter le meilleur prospect punter de ces 10 dernières années. Enfin vraiment à San Diego State, il a fait des miracles, mais je nous vois mal essayer d'aller chercher un punter avec un choix de draft alors que on a déjà donné il y a 3-4 ans. C'est comme si les Jets allaient chercher un safety. Je pense que le mal est trop profond.
Ou que les Jaguars allaient chercher un GM. Mais de quoi on parle? Un GM aux Jaguars, ça se saurait. Moi, je trouve qu'il y a un poste qui mériterait d'être un peu rafraîchi. C'est le poste de tight end. On a le meilleur tight end de la ligue avec George Kittle, ça ne fait pas de débat. Mais derrière lui, Ross Dolly, Charlie Warner, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher un mec dans les 5, 6e, 7e tours pour rafraîchir? Tu vas te faire insulter par Kevin. Faites confiance à Ross Dwelly, je suis tellement convaincu par cet homme-là, c'est Kittle se incroyable. blesse quand même souvent et Ross Dwelly en tight end numéro 1. Ouais, mais c'est pas en draftant au 7ème tour que tu Ah vas non, avoir non. un tight end numéro 1, hein. Enfin, à mon avis. Non, pas un numéro 1, mais un De numéro toute façon, 2. en tight end, ça se draft au 5e, 6e tour. Ouais. Hein, donc, et après, tu vois ce que t'en fais. Kittle, c'est un 5e tour. Donc, essayer de développer peut-être un tight end qu'on draft très très tard, puisqu'on a plein de picks cette année. Et puis, il faut pas oublier un détail aussi, c'est que les 5e et 7e tours permettent aussi de développer des joueurs en special team qui parfois se découvrent des talents à leur poste d'origine. Raheem Mostert, on est allé chercher un special teamer lorsqu'on l'a recruté chez nous, même s'il n'était pas drafté chez nous. Mais on est allé chercher un special teamer. On peut toujours aller chercher des joueurs qui puissent répondre éventuellement à ces besoins-là. Moi, au poste de tight end, je vais revenir à un de mes programmes fétiches qui est Boston College. Il y a un joueur que j'adore qui sera non drafté, mais qui à mon sens fera un roster qui est Trey Berry. Mais bon, c'est pas lui qui va révolutionner le poste, hein. C'est un Ross de Abyss, c'est un mec qui bloque bien et ça va pas aller chercher bien loin. En fait, le problème du poste de tight end, il y a un joueur, je crois, qui joue à Virginia, dont j'ai oublié le nom, qui est pas mauvais. Jelani Woods. Merci. Qui lui pourrait éventuellement être étudié, mais sinon pour le reste. Bah, sur les mocks que j'ai vus, moi, Ouais. Jelani Woods, il partait quand même 4-5, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Il sera pas au 6e tour, t'as raison. Mais donc, ouais, non, le problème que le poste de tight end, c'est que, ouais, j'ai pas énormément de joueurs qui m'emballent en fin de draft. Et puis, il y a Yuxek, quoi. On fait jouer Yuxek à tous les rôles. Voilà, point barre. Moi, il y a un nom que j'ai vu, enfin, qui est un des noms qui a le plus parlé en tight end et qui est vachement descendu. J'ai vu des mocks où il était au 6e ou au 7e, même si perso j'y crois pas. Mais si Jalen Weidermeyer tombe au 6e ou au 7e, on peut peut-être y Je pense penser. qu'il va tomber à ce point-là. J'en ai vu. Pourquoi? Mais il tombera pas aussi bas. Il y a pas un monde où il tombe aussi bas. Alors là, j'aimerais bien connaître la raison. Il a fait un combine de merde et il manque un peu de qualité Il est physique. 2e, 3e tour, lui, si je dis pas de Et bêtises. Non, mais il sera, je suis d'accord sur sa chute. Il partira au fin de 4e, milieu de 5e, selon moi. Mais parce que de toute façon, je le trouvais déjà trop haut auparavant, mais il sera en aucun cas un 7e tour. À part vraiment si on lui découvre un flingue dans sa voiture et de la marijuana la veille de la draft. Ouais, il sera drafté par les Cowboys. Voilà, exactement. Dans le pire des cas, il sera drafté par les Bengals ou par les Cowboys. Donc voilà, donc non, ça me paraît improbable. Au 6e tour, j'ai vu passer un joueur qui a été comparé par certains à Deebo Samuel, qui s'appelle Josh Johnson, qui est whiteback justement. Est-ce que vous connaissez ce joueur-là? Est-ce que vous avez un mot à dire sur lui? Là, Josh de Johnson. Tulsa. chercher, là tout de suite, ça me dit rien. Non, je le connais pas. Bah, ça me dit rien. Oh, tu as réussi à les coller? Ouais, non mais ouais, Tulsa, receveur un peu slot, ouais, je le connais pas pour le coup. Qui Ouais, apparemment en a fait, joué tout ça, à je me suis concentré sur la ligne offensive et j'ai rien regardé d'autre. apparemment, il a joué à la fois receveur En et fait, running dès que le jeu back. était lancé, je regardais. Ça peut peut-être être un profil intéressant pour remplacer numériquement Deebo Samuel. Après, c'est un mec qui va être pris assez tard, je pense. Oui, C'est difficile de dire que tu vas, même si c'est numériquement, je pense que remplacer un mec comme Deebo Samuel s'il part, c'est pas tant numériquement qu'il faut le faire. Je pense qu'on est capable de s'adapter. On l'a déjà fait sans avoir Deebo Samuel comme whiteback. On est allé au Super Bowl il y a 3 ans alors qu'on n'est pas de whiteback. Donc je pense qu'il faudrait plus penser s'il part à remplacer qualitativement vraiment que remplacer du poste par mais poste. je parlais numériquement parce qu'on sait que Kyle Shanahan aime bien avoir ce genre de joueur un peu couteau suisse qu'il peut utiliser un peu à toutes les sauces. Que ce serait intéressant de lui donner un joueur comme ça qui pourrait développer et qui pourrait un peu endosser ce rôle-là de couteau suisse. Mais c'est peut-être Mais en fait, à ce moment-là qu'un mec comme Max Borghi dont parlait Gonzague pourrait servir. Complètement. Ah bah lui, complètement, pour le coup. Mais là, dans le schéma inverse, c'est un running back qu'on convertit en double menace. Mais sinon, tu as d'autres joueurs également qui, via la free agency, qu'on peut encore aller chercher. Soit ils sont sous contrat, on peut aller chercher un petit trade de rien du tout. Mais des Curtis Samuel, des Ty Montgomery, c'est des joueurs qui s'éclateraient dans le système de Shanahan. C'est des joueurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir. Dans le système Shanahan, ce serait délire. Mais encore une fois, est-ce que tu empiles... C'était un peu le sujet que j'avais à l'époque de la draft de Hughes, c'est est-ce que tu empiles les joueurs comparables
ou est-ce que tu crées des joueurs un peu différents les uns des autres pour répondre à différents schémas? C'est toujours ça. J'ai l'impression que Shannon, en effet, se concentre sur beaucoup de profils comparables. Petits joueurs, un peu mobilettes, capables de tout faire. Et finalement, je trouve que parfois, on a un gros sujet depuis des années à San Francisco, qui est le problème du wide receiver en red zone. Jennings répond un peu à cette problématique, mais sur les passes contestées, c'est un peu galère. La 3e et 10... Le seul wide receiver qui peut faire le boulot, il n'est pas wide receiver, il est tight end. Oui, non, c'est ça, mais dès qu'on a une 3e et 10, qu'est-ce qu'on pense? On pense Kittle ou Yuxek. Tu vois, c'est ça le problème. Et pourtant, en red zone, on est la meilleure équipe de la NFL en conversion de touchdown la saison dernière. Tout à fait. Mais grâce à on a réussi à compenser grâce à des jeux extrêmement complexes en red zone qui étaient vraiment assez sympas à voir. Mais quand ils regardent plus près, finalement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont un déficit physique et qui, pour moi, est une vraie problématique en red zone. Par exemple, à l'époque de la draft de... c'était l'année dernière. Oui, c'était il y a 2 ans. Par exemple, je rêvais d'avoir Ty Higgins chez nous, de Clemson, parce que c'était le profil qui nous manquait. Bon, on n'est pas allé le chercher pour des raisons diverses, mais voilà. Jennings m'a un peu surpris, parce que je donnais pas cher de lui en raison de ses antécédents de comportement à l'université qui fait qu'il était tombé au 7e tour. Pour moi, mais voilà, il m'a surpris en bien, tant mieux. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas ce profil-là qui nous manque à un niveau encore supérieur, en fait? Moi, il y avait un autre besoin que j'avais identifié, que j'ai noté. C'est, bon, on parle en termes de profondeur d'effectif, pas de titulaire, mais c'est le poste de tackle. Donc on a Trent Williams, évidemment. On a Mike McGlinchey, qui reviendra de blessure au poste de tackle droit. Mais à part ça, on a Jalen Moore, qui est un garde qui peut jouer tackle et inversement. On a drafté l'année passée et on ne sait pas encore trop ce qu'on peut en tirer. Et c'est tout. Donc on manque quand même surtout que Trent Williams et Mike McGlinchey ont une sérieuse tendance à se blesser. Donc pour moi, on manque de profondeur à ce poste-là. Du coup, là, si tu veux la profondeur, un mec qu'on pourrait prendre soit au 7e, soit même le récupérer non drafté, ça serait, encore une fois pour parler de Boston College, mais peut-être Tyler Vrabel, fils du coach des Tennessee Titans, qui, comme l'a assez bien dit Gonzague auparavant, a joué dans un système qui est vachement comparable au nôtre. Donc il n'est pas attendu qu'il soit drafté très haut. Je pense que c'est le genre de mec qu'on pourrait récupérer au 6e ou au 7e, voire même le récupérer comme agent libre non drafté. Et surtout, c'est un mec qui est encore super jeune. C'est pas les mecs qui ont déjà passé 5 ans à l'université, qui arrivent en NFL à 24 ans, c'est qu'il a même pas encore 21 ans. Donc c'est un gamin qui a joué des deux côtés chez Boston College. Je pense que ça peut être un bon angle de développement, Tyler Vrabel. Très bonne idée, ouais. Très bonne idée. C'est vrai qu'il a été un petit peu... Son nom est connu, on va dire, grâce à son père, mais il a été un petit peu mis de côté en raison de la qualité de la O-line, notamment au cœur avec Zion Johnson et Alec Lindstrom. Mais Vrabel, oui, il peut être une vraie solution. En effet, il serait pas inintéressant d'avoir un joueur qui soit capable aussi bien de jouer right tackle que left tackle. Et là, en effet, il sait le faire. Après, on a également des joueurs, Jalen Moore, qu'on a drafté l'année dernière, Jamari Sawyer, qui est capable, que je prenais au 2e tour, qui est capable de jouer à droite pour dépanner s'il y a besoin. Voilà, on peut éventuellement décaler la ligne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est plus un remplaçant. S'il fallait chercher quelqu'un, c'est plus un remplaçant qu'on irait chercher, ouais, clairement. Parce que moi, je crois en McGlinchey. C'est vrai que c'est un joueur qui est plutôt moyen sur le jeu de passe, mais sur le jeu de course, c'est un monstre. C'est un monstre à Notre-Dame, il est toujours aujourd'hui chez nous. Je crois en lui, il faut juste s'assurer que sa blessure ne soit pas problématique. Et si par hasard on est amené à trader Debo, on va se retrouver finalement avec du cash qu'on n'avait pas nécessairement projeté pour lui, on peut éventuellement chercher à le prolonger. Moi, s'il retrouve son niveau, moi j'irai le prolonger. Si Debo s'en va. Il faudra faire des choix, ça c'est sûr, parce qu'on ne pourra pas prolonger tout le monde, vu notre cap et vu Bossa à venir. Plus personne n'a besoin à rajouter? Non, Oui. En fait on a cité à peu près tous les postes. La question en effet du poste de safety, on l'avait un petit peu développé tout à l'heure. Est-ce qu'on se concentre sur le poste de strong, ou est-ce qu'on va aussi chercher un free safety dans le cadre d'un futur départ de Ward, un joueur qu'on pourrait éventuellement être amené à couver? Il faut savoir que Jimmy Ward, comme Arik Armstead, sont revenus avec ce qu'on appelle des friend deals, c'est-à-dire qu'on leur proposait mieux ailleurs, ils sont revenus chez nous parce que ils étaient bien dans l'équipe et ils avaient envie d'avancer comme ça. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent
ce qu'on appelle les friend deals, on les voit rarement 2 fois de suite. C'est-à-dire qu'un joueur est prêt éventuellement à faire des efforts sur un contrat à une période de sa carrière, on les voit rarement le faire une seconde fois. Donc est-ce que Jimmy Ward sera diligent quand il faudra renégocier son contrat ? Ça, j'attends de voir. Donc est-ce qu'on anticipe son départ au poste de free ? Bon, c'est un peu le sujet qu'on avait comme débat à propos de Brisker tout à l'heure. Moi, du coup, si on se dit qu'on va chercher un mec assez bas au poste de safety, c'est un mec qui est... J'ai un mec qui est... On n'est pas encore sûr de sa position, mais je sais qu'il va plaire immédiatement à Olivier par rapport à son nom. C'est Smoke Monday, qui vient de Auburn. Ça m'a l'air bien, ça. Ouais, Smoke, il part au 5e Olivier tour, avait adoré Ray McLeod par rapport à son nom Ray. Donc là, un mec qui s'appelle Smoke Monday, je sens que ça lui plaira. Voilà, c'est bon, ça. Il me faut des joueurs comme ça pour que je me sens pour monter un peu le moral. Non, mais Smoke Monday part au 5e tour. Grosse matos au Panthers, c'est peut-être un petit peu tôt par rapport à nos... Ah, Yetour Grosse Matos. Yetour Grosse Matos, moi je signe de suite. Yetour Grosse Matos. J'ai trouvé ça exceptionnel quand j'ai vu. J'ai même son prénom, je l'ai même gardé tellement ça m'a plu, quoi. Bah, écoute, avec ton accent du Sud, prends plutôt Nicolas Petit-Frère dans ce cas-là, ça t'ira très bien pour. Eh oui, pour exactement. Eh oui, respect. Et là, Loïc est perdu, on parle de. Non, je connais. Est-ce qu'on finit par une petite dystopie de qu'est-ce qui se passe si Deebo Samuel est drafté ou pas ? Par rapport au pic. À trader, tu veux dire ? Pour moi, en fait, à ce stade, sa valeur est comparable à celle des trades de Devante Adams et de Tyreek Hill. C'est-à-dire, même si, et ça je peux le comprendre, d'autres fans NFL diront que Tyreek Hill et Devante Adams sont au-dessus de lui en termes de pérennité, pour moi, sa valeur est comparable. Donc, par exemple, si on devait le trader, par exemple aux Eagles, c'est leur choix 15, leur choix 51. Les Jets avaient fait une proposition avec leurs 2 premiers choix de 2e tour, plus un middle round, ça peut se faire autour de ça. Ça nous permettrait aussi de combler d'autres besoins. Donc moi personnellement, vu l'attitude de Samuel ces derniers jours, en tout cas ce qu'on lui prête, parce que c'est beaucoup de discussions de journalistes finalement, et par rapport à nos besoins et dans le cadre d'une démarche proactive, j'aurais tendance à le dire, on le trade. En fait, pour moi, juste pour terminer, si on se passe sur la NFL Trade Value Chart, pour moi, il faut récupérer, alors peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas vraiment de quoi je parle, c'est ce qu'on prête comme valeur, même si ça ne veut plus dire grand-chose de nos jours, à la valeur d'un pic. Et vous pouvez les trouver, ces valeurs, sur Internet sans aucun problème. Et pour moi, il faut, à minima, pour Deebo Samuel, récupérer l'équivalent de 1500 points. D'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être via un choix, ça peut être sur le cas de plusieurs choix. Mais par exemple, si je prends le cas des Eagles, si par exemple ils étaient intéressés à l'idée de trader avec nous, on arrive à du 1440. Voilà, ça devrait se faire dans ces eaux-là. Il faut aller chercher entre 1200 et 1500 points pour un trade de Deebo Samuel, selon moi. C'est la valeur que ça vaut. Ouais, je suis d'accord. Je pense que... en vrai, de toute façon, San Francisco n'a pas intérêt à le lâcher pour rien du tout. Enfin, il sort d'une grosse saison. Et en même temps, j'ai du mal à voir les équipes lâcher autant que pour Davante ou Tyreek, notamment parce que c'est des mecs qui ont prouvé plus sur une période plus longue. Tyreek Hill, ça fait quand même 3-4 ans, voire plus, qui montre que c'est un receveur explosif, peut-être le meilleur deep de NFL. Davante Adams, ça fait je sais pas combien d'années que c'est le meilleur pote de Aaron Rodgers et qu'il l'a fait aussi. Parce qu'on a souvent la question de se dire souvent, ouais, il a eu le bon quarterback. C'est vrai, mais en même temps, Aaron Rodgers a eu aussi le bon receveur. Ouais, mais c'est ça. Mais je veux dire, Davante Adams et Tyreek Hill, ils jouent avec quasiment les 2 meilleurs quarterbacks actuels. Deebo Samuel, je sais que Gonzague aime beaucoup Jimmy Garoppolo, mais il fait pas le même métier que les 2 autres, quoi. Désolé. Alors déjà, j'aime beaucoup en effet Jimmy Garoppolo, je pense qu'il est en effet totalement sous-coté, mais si tu veux parler de wide receivers qui ont fait toutes des carrières entières sans quarterback, Larry Fitzgerald te salue à l'heure où on se parle. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut produire avec des quarterbacks moyens, même si je pense que Garoppolo n'est pas un quarterback moyen, c'est un bon quarterback, je l'assume, je le dis et je le redis. Donc voilà, mais en effet, la question se pose, là où je rejoins complètement Elliott, c'est que Deebo, à l'heure où on se parle, le niveau qu'on lui prête, c'est un one-year wonder.
c'est un mec qui nous a sorti une grande saison. Il a été bon avant, mais il nous a sorti une grande saison et basta. Tyreek Hill, Davante Adams, ils ont cette pérennité qu'aujourd'hui n'a pas Debo. Donc on ne peut pas légitimement demander davantage que ce qui a été offert pour Tyreek Hill et Davante Adams. Après, Debo a pour lui un autre élément, c'est que c'est un joueur qui est couteau suisse, à un très très haut niveau, et ça, de plus en plus de franchises dans leur nouveau schéma sont demandeurs de ce type de profil. Un Robert Saleh aux Jets adorerait avoir ce type de profil chez lui. Je pense que les Eagles, avec leur jeu qui est très porté sur la course, ils seraient assez contents également d'avoir ce type de profil chez eux, donc ils pourraient le payer pour ça. Mais légitimement parlant, on ne peut pas demander davantage que ce qui a été offert pour Davante Adams ou pour Tyreek Hill. Il faut aussi, tout fan de Niners que nous sommes, porter un regard objectif sur nos joueurs. Alors on va s'arrêter là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. La draft, on rappelle qu'elle commence dans la nuit de jeudi à vendredi, mais que celle des 49ers commencera dans la nuit de vendredi à samedi et se poursuivra le troisième jour, donc samedi soir dans la nuit, samedi en fin de soirée. On fera un épisode de débrief de la draft des 49ers dans les semaines qui viennent. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Ciao ciao.